Claudie Lequet. Bonjour. Donc, je vais vous présenter l'évaluation des pratiques professionnelles, donc pas seulement pour les médecins, mais pour tous les professionnels de santé. Alors évidemment, la façon dont elle est présentée est pour des médecins, puisque actuellement, ce ne sont que les médecins qui ont l'obligation d'évaluation des pratiques professionnelles. Mais ce que j'aimerais, c'est qu'on arrive à partir de là de discuter de ce qui peut être fait ailleurs ou de ce qui est fait dans d'autres secteurs qui s'en rapprochent et qui pourraient améliorer la façon dont on fonctionne. Je suis venue ici davantage pour chercher des idées que pour montrer quelque chose, oui, mais sûrement pas pour démontrer. Donc l'ensemble des professionnels de santé, depuis la loi du 13 août 2004 et les décrets qui ont suivi, fait que tout le monde, tous les professionnels de santé sont amenés à s'engager dans l'évaluation des pratiques professionnelles et la formation médicale continue. Alors la formation continue pour l'ensemble des professionnels sous peu et actuellement uniquement donc pour les médecins de façon obligatoire. Alors, se poser des questions, c'est déjà entrer dans une démarche d'amélioration. Ce matin, on l'a bien vu. Et c'est vrai qu'il a été suggéré qu'en fait, la démarche d'un médecin, quand il fait une démarche diagnostique, il se pose toujours des questions. Donc, quelque part, en fait, il y a des choses qu'il croit faire, et ça a été dit aussi ce matin. Il y a ce que l'on doit faire ou ce qu'on devrait faire en fonction de références existantes, donc de standards ou de recommandations, de conférences de consensus. Et en fait, il y a ce qui est fait réellement par le professionnel de santé sur le terrain. Et à partir du moment où il y a des écarts dans une de ces trois directions, eh bien, à ce moment-là, on a affaire à l'évaluation des pratiques professionnelles. C'est-à-dire que, pour vous dire que par rapport à la formation continue, la grande différence, c'est que la formation continue, un professionnel de santé peut constamment aller se former sur ce où il est déjà le plus performant. Personne ne lui dira rien. Il deviendra quelque part expert sur tel ou tel thème. Alors que dans l'évaluation des pratiques professionnelles, s'il n'y a pas un écart, donc un besoin d'évaluation et d'amélioration, et une possibilité d'amélioration, ce n'est pas ce thème-là qu'on doit choisir. Donc si vous voulez, c'est beaucoup plus ciblé sur un besoin et avec comme objectif l'amélioration des pratiques. Donc le PP, c'est toujours dans une recherche constante donc d'efficacité et d'utilité, mais aussi au service du patient, ça c'est sûr, et dans un souci de meilleure utilisation des ressources. Vous savez qu'en France comme ailleurs, et au Québec aussi, c'est évident qu'on ne peut pas dépenser impunément, je dirais, des ressources, là où c'est nos cotisations sociales qui payent dans l'autre sens. On est tous partie prenante, on fait tous quelque part partie des caisses pour faire en sorte que tout le monde ait un accès aux soins et de la meilleure qualité possible. Évidemment que ça sous-tend une motivation des professionnels, mais je dirais que c'est à double sens. C'est-à-dire que sans motivation des professionnels, même s'il y a une obligation, on n'y arrivera pas ou on le fera à minima, mais aussi l'évaluation des pratiques professionnelles peut être un moteur pour augmenter la motivation des professionnels. Et là où c'est très clair, moi je m'occupe davantage des médecins salariés, donc en médecine du travail par exemple, où là les intervenants au travail travaillent avec les médecins et où il y a des difficultés de mettre tout ça en place, finalement l'évaluation des pratiques professionnelles devrait être un plus et devrait, même si ce n'est pas un objectif initial, participer à la valorisation du métier. Alors il y a deux choix stratégiques à la haute autorité, c'est de déférer à des partenaires l'organisation de la démarche, et donc la mise en œuvre se fait par la profession, surtout au niveau des sociétés savantes, mais aussi au niveau des sociétés savantes et des syndicats et d'associations qui ne sont pas forcément de type société savante. Et que deuxième choix stratégique, c'est que ce soit intégré dans les pratiques et dans l'exercice professionnel. Juste une question, vous donner une idée un peu de l'évolution. L'ANDEM, au départ, c'était une association loi 1901, c'est devenu l'ANAES et maintenant c'est la Haute Autorité de Santé. À chaque passage, il y a eu des évolutions conséquentes
au niveau des princeps, je dirais, et des principes. On partait de... Moi, j'étais dans un service qui s'appelait méthodes et outils. Donc, vous voyez, méthodes et outils de la qualité, quelque part, ça sous-entendait que quelquefois, il fallait des gens qui s'y connaissent beaucoup en méthode et en qualité pour pouvoir déjà comprendre les documents qui sortaient de la haute autorité ou de l'ANAS, les interpréter, mais aussi qu'il fallait peut-être des gens formés pour, parce que ce n'était pas possible de le faire tout seul dans son coin. Donc l'EPP intégré à l'exercice professionnel fait que ça ne devrait pas être une couche rajoutée au millefeuille, parce qu'en fait, sinon, les professionnels, ils ont déjà la barque pleine, ils ne vont pas charger encore. On en est très conscient. Alors là, je m'adresse à nos amis québécois, c'est-à-dire que cette diapo est en comparaison pratiquement avec le système québécois, mais peut-être un peu antérieur, elle est peut-être un peu vieillotte, alors qu'on la présente toujours, mais ça, il faudra qu'ils me le disent. C'est-à-dire que ce qu'on a choisi, c'est d'être formatif et non pas normatif et basé sur l'amélioration continue des pratiques. C'est-à-dire qu'au Québec, vous me dites si ce n'est pas le cas, on s'est occupé surtout, en tout cas initialement, il y a 10-15 ans, des médecins déviants. Je me rappelle, avec l'accent, ça donnait quelque chose d'assez sympa. Mais ceux-là, quitte à les mettre à pied et à les obliger à se former de façon continue sur le pôle où il était le moins performant. En France, on a décidé qu'on allait faire bouger la courbe de Gauss complètement. C'est-à-dire que chaque professionnel de santé, et en particulier chaque médecin, a toujours une partie de son exercice qui peut améliorer. Ce n'est pas l'ensemble, ce n'est pas la majorité, c'est une partie. Et donc notre choix, ça a été ça. C'est-à-dire qu'on ne va pas s'occuper particulièrement des médecins qui sont déviants, ce qui, en France en tout cas, est dévolu à l'ordre des médecins qui normalement peut être appelé par exemple les usagers pour intervenir en cas d'un médecin qui ne ferait vraiment pas, je dirais, ce qu'il faut pour ses patients. Alors c'est un challenge et c'est vrai que chaque professionnel de santé doit avoir une partie de son activité analysée, ça c'est l'évaluation, mais l'évaluation n'est qu'un moyen, ça ne peut pas être un objectif en soi, en référence à des données de la science de type evidence-based medicine, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des références et qu'on puisse se comparer, et s'il n'y en a pas sur le plan international ou à un haut niveau de preuve, il peut y avoir un consensus d'experts. Et protocolé, c'est-à-dire que, contrairement à ce que j'ai entendu ce matin ou cet après-midi dans les ateliers,